Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous être connectés ce matin pour cette Conf Kids spéciale actualité avec mon quotidien et l'actu. Alors avant de démarrer, je vais juste vous partager un petit tuto sur la façon dont vous pouvez utiliser Zoom pour intervenir pendant cette conférence, poser vos questions. Donc, si vous avez des questions à nous poser par écrit, vous allez voir qu'en bas, vous avez un petit bloc discussion. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre sur laquelle vous pouvez écrire et on lira votre question à l'oral. Si vous souhaitez prendre la parole, vous cliquez sur le petit onglet réaction et vous avez là un bloc où vous pouvez cliquer sur lever la main. Là, on voit que vous avez levé la main. On vous donne la parole. À ce moment-là, il faudra réactiver en fait le son de votre micro et puis une fois que vous aurez fini, il faudra le désactiver. Voilà, de manière générale, on va vous demander de garder les micros effectivement bien désactivés de manière à ce qu'on puisse s'entendre ce matin. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'être là. On est réunis ce matin pour évoquer la situation terrible qu'il y a en Israël et en Palestine en ce moment, qui secoue non seulement toute la région là-bas, mais aussi le monde entier. Vous en avez sans doute entendu parler aux informations, peut-être dans vos familles, peut-être même que vous avez de la famille au Proche-Orient, qu'elle soit israélienne ou palestinienne. Alors, la première chose à dire, c'est que là, il est très tôt, en fait, pour parler de ce qui se passe, parce que c'est arrivé très récemment dans l'actualité. Et donc, il y a plein d'informations qu'on n'a pas. Et il y a aussi plein de désinformations qui tournent déjà. Mais les images et les informations, justement, sont tellement présentes et elles soulèvent tellement d'émotions qu'on a eu le sentiment qu'on pouvait au moins parler ensemble de ce qu'on savait, parler aussi de ce qu'on ressentait, et qu'en faisant ça, on allait tous ensemble travailler dans le sens de la paix, et au moins dans nos têtes et dans nos cœurs, si ce n'est sur la région elle-même au Proche-Orient. Donc, on va prendre le temps de le faire, et on va essayer de vous donner des éléments d'histoire les plus factuels, c'est-à-dire des éléments qui sont basés sur des faits historiques, et puis essayer de vous aider à y voir plus clair et de vous faire votre avis sur ce sujet qui est très compliqué. On va aussi essayer de répondre au mieux aux questions que vous vous poserez, sachant qu'on ne pourra pas répondre à toutes. Par exemple, on ne peut pas répondre aux questions qui sont davantage liées à notre opinion personnelle qu'à des faits. On ne peut pas non plus répondre aux questions dont les réponses seraient vraiment trop longues pour permettre de comprendre. C'est un sujet, encore une fois, qui est compliqué. Une heure, c'est très court, mais évidemment, on vous invite derrière à poursuivre le débat avec vos professeurs et puis à continuer à vous documenter si vous vous sentez concerné par le sujet. Et puis, on ne pourra pas non plus vous prédire l'avenir, même si on adorerait toutes et tous ici vous promettre la paix. Voilà, pour finir, d'habitude, les conf kids sont très interactives. On discute beaucoup pendant l'exposé de notre invité, mais là, exceptionnellement, comme justement c'est assez complexe et qu'on doit pouvoir suivre le fil des informations dans l'ordre dans lequel il faut vous les donner, on va laisser Olivier donc présenter pendant environ 20 minutes et puis ensuite on vous donnera juste après ça la parole. Et par contre, vos professeurs peuvent écrire vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le chat et nous on va les noter et puis on les prendra à la fin. Et à ce moment-là, vous pourrez n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Voilà. Une fois ce préambule fait, donc pour pouvoir répondre à toutes vos questions, on est avec Olivier Gasselin, qui est rédacteur en chef des journaux Mon Quotidien et l'Actu. Salut Olivier. Bonjour. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une question aux enfants qui sont présents et on va demander aux professeurs d'écrire dans le chat justement à la volée les réponses. On voudrait savoir quelles sont vos émotions par rapport à cette actualité. Comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses. Voilà, n'hésitez pas à écrire directement dans le chat ce qui vous vit, si ça vous vient. Un bus? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Bon, vous pourrez nous les écrire après. Euh, on va démarrer du coup. Alors, Pas. Pas. acteur ODE, désactivez votre son. Si je l'ai désactivé. Eh bien, écoutez, je vous partage la présentation d'Olivier. Et puis, Olivier, je te laisse démarrer. Ok, bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible sur une question qui est très très complexe et puis qui est très difficile et effectivement dont on parle depuis des dizaines d'années, voire plus. Alors, Alors, Olivier, en fait, pardon, je t'interromps déjà. On nous a répondu triste dans le chat. Voilà. donc, pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter très très loin dans le temps. Donc, il faut remonter à l'Antiquité. À l'époque, donc, il y a ce territoire qu'on appelle la Palestine, vous voyez sur une carte là, qui est un peu en haut à droite de l'Afrique. Et sur ce territoire, à cette époque, en fait, il y a plein de peuples différents qui vivent.
Donc, il y a des Juifs, il y a des Arabes, il y a des Grecs, il y a des Romains, il y a des Turcs. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour trois des grandes religions, donc pour les Juifs, le judaïsme, pour les chrétiens, le christianisme, et pour les musulmans, l'islam, et ben pour ces trois religions, ce territoire-là est considéré un peu comme une terre sainte. Donc un lieu vraiment sacré. Donc ce qui explique en fait que, bah, voilà, que ces peuples sont, enfin, ce territoire compte beaucoup pour ces peuples-là. Donc voilà, donc il y a cette cohabitation-là qui se passe à l'Antiquité. Et puis à un moment, il y a les Romains qui ont plus de pouvoir dans cette région-là. Et donc enfin, ils commencent à chasser en fait les Juifs de ce territoire. Et donc voilà, au fil des siècles, donc les Juifs vont se retrouver un petit peu partout dans le monde, notamment en Europe de l'Est. Et en fait, le peuple juif a été longtemps et longtemps en fait ce qu'on appelle persécuté, c'est-à-dire que dans les pays où se sont réfugiés les Juifs, notamment en Europe de l'Est, donc il y a, on va dire à peu près au 19e siècle, donc c'est-à-dire il y a 100, un peu moins de 150 ans, et ben voilà, il y a du racisme contre les Juifs. Il y a ce qu'on appelle vous voyez, des caricatures là qui se moquent des Juifs avec des images. Les Juifs ont de l'argent, les Juifs sont banquiers, etc. Et donc il y a ce qu'on appelle des pogroms, donc qui sont ouais, on peut dire ça, des persécutions, c'est-à-dire des violences organisées contre les Juifs. Donc tout ça dure pendant un moment. Et puis donc c'est ça à la fin du XXe siècle, donc il y a à peu près ouais, 130 ans. Et donc il y a une idée qui arrive, ouais, une idée qu'on appelle en fait le sionisme. Alors, c'est des mots compliqués, hein, mais je vais essayer. Donc voilà, la personne qui est à l'origine de cette idée est ce Théodore Herzl, et qui dit effectivement, comme les Juifs sont persécutés, il y a beaucoup de violence contre les Juifs partout dans le monde, et ben en fait, pour les protéger, il faudrait les réunir dans un même lieu. Et donc, pour lui, ce lieu, ce serait Sion, d'où le nom sionisme. Et Sion, c'est le nom, l'ancien nom de Jérusalem, qui est donc aujourd'hui la capitale d'Israël, et donc qui est sur ce territoire donc, de la Palestine. Et donc, il y a cette idée qui commence à faire son chemin que finalement, les Juifs qui sont, on s'appelle la diaspora, qui ont été en fait, ils sont partis partout dans le monde parce qu'ils étaient plus en sécurité là où ils étaient. L'idée de revenir un peu à ce que je vous disais au tout début, cette terre sainte, ce territoire un peu, la terre promise. Et donc, voilà, à partir de la fin des années 1800 enfin 1900 et le début des années 1900, il y a un mouvement où il y a des Juifs qui commencent à revenir dans ce territoire, et notamment encouragés par ce qu'on appelle voilà, les accords de Balfour. Donc là, on est juste après la Première Guerre mondiale, et ces accords, en fait, confirment un peu l'idée dont on parlait tout à l'heure sur ce sionisme, c'est-à-dire d'essayer de créer un lieu où tous les juifs du monde pourraient être en sécurité, protégés. Et donc, il y a, à partir de cette époque, de plus en plus de juifs du monde entier qui reviennent dans ce territoire-là, donc, qui s'appelle la Palestine. Et à cette époque-là, ce territoire de la Palestine, il est contrôlé par les Britanniques sous mandat de ce qu'on appelle l'ONU. Donc l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est en gros une organisation qui vise à maintenir la paix dans le monde. Et donc, et on arrive voilà, petit à petit, donc voilà, les Juifs reviennent dans ce territoire. Et là, en fait, ce qui va se passer, et ben, évidemment, on en avez entendu parler, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, et donc l'arrivée au pouvoir d'Hitler, le chef nazi en Allemagne, qui lui veut donc bah, éliminer tous les Juifs de la planète. Donc voilà, je ne vous refais pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous avez sans doute un petit peu appris à l'école, vous l'apprendrez plus. Mais donc les Juifs sont à nouveau persécutés de plus en plus. Il y a 6 millions de Juifs environ
qui sont morts, notamment beaucoup dans des camps de la mort. Et donc là, à la fin de la guerre, cette idée d'un territoire où les Juifs seraient en sécurité devient de plus en plus urgente et de plus en plus présente, puisque des millions d'entre eux ont été tués. Et donc, on arrive à 1947, 1900, voilà, où là est décidé de la création d'un pays. Donc là, on parle de pays. Jusqu'ici, on parlait de territoire, hein. La Palestine était un territoire. Et là, on parle de la création d'un pays. Plutôt même, à l'époque, l'idée, c'était d'avoir deux pays. Donc, il y a la création donc, d'Israël en 1948. Vous voyez le plan derrière, il y a un partage. Donc, l'idée, c'était que la Palestine, ce territoire, devienne deux pays. Donc, un pays qui s'appelle Israël, où vivraient donc les Juifs, et donc une autre sorte de pays où donc les Arabes musulmans, qui sont là aussi depuis très très longtemps, comme on a dit tout à l'heure, hein, depuis l'Antiquité, qui vivent aussi sur ce territoire, la Palestine, pour qui aussi c'est une terre sainte. Euh, et donc voilà, l'idée était de créer deux États sur ce territoire pour que vivent ces deux populations, arabes et juifs. Donc ça, c'est Ben Gurion, donc c'est le premier président d'Israël. Donc le pays Israël est créé en 1948. Et donc l'idée à l'époque, c'était en gros que ce territoire, il y a à peu près 60% du territoire de la Palestine qui devienne Israël et 40% qui soit pour les Palestiniens, donc les Arabes. Ça, c'était l'idée de départ. Mais évidemment, très vite, après la création du pays, les Palestiniens, donc en fait les Palestiniens, ce sont donc les Arabes qui vivent sur ce territoire donc, qui est la Palestine. Et comme ils sont arabes, il y a aussi beaucoup de pays arabes dans la région, hein. Vous voyez sur la carte, il y a l'Égypte, la Jordanie, la Syrie. Et ben en fait, les Palestiniens et ces pays arabes sont pas d'accord avec comment dire, la décision d'avoir coupé en deux ce territoire et d'en laisser une partie, une petite partie aux Palestiniens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1945, il y a à peu près 500 000 juifs sur ce territoire-là et 1,2 million d'Arabes. Donc, il y a deux fois plus de population arabe que de population juive sur ce territoire. Et, euh, et la partie euh, qui était prévue pour les Palestiniens, c'est moins de la moitié du pays. Donc voilà, juste pour vous donner quelques chiffres. Et donc, évidemment, pour les Palestiniens et les pays arabes, c'est pas un bon plan, en fait, de cette séparation, puisqu'ils trouvent ils sont, comment dire, perdants dans l'histoire et qu'ils n'ont pas assez de territoire. Et donc, très vite, il y a une guerre. Donc, au début de la décision de la création d'Israël. Donc, il y a la population qui vit là, les Palestiniens, aidés donc par ces trois pays arabes, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte, qui vont attaquer en fait ce nouvel État, ce nouveau pays qui vient d'être créé, qui s'appelle Israël, et donc qui accueille en fait les Juifs qui étaient partout dans le monde sur un même territoire pour qu'ils soient protégés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, comme vous avez compris, ce territoire Israël, peuplé de Juifs, est entouré d'Arabes et de pays arabes. Donc, pour assurer sa sécurité, il y a une armée très très forte en Israël, qui est aussi aidée depuis longtemps par les États-Unis. Donc, vous comprendrez après, quand on va arriver à où on en est aujourd'hui, pourquoi c'est important de comprendre que les Juifs d'Israël sont aidés par les États-Unis. Il faut savoir que juste avant la guerre, les États-Unis, c'était le pays qui accueillait le plus de Juifs, en fait. Il y en avait à peu près, je crois, 200 000 avant le début de la guerre. Juste voilà, pour vous donner une idée. Donc, on revient à cette première guerre. Donc, Palestiniens, pays arabes disent on n'est pas d'accord avec ce plan, on attaque Israël. Et donc, comme Israël a une armée très très forte, et ben, en fait, elle gagne et même elle va augmenter son territoire.
Et donc, il va y avoir plusieurs guerres qui vont se succéder. Donc, vous voyez sur les cartes, une en 48, une en 1967 et une en 1973. Mais à chaque fois, à chacune de ces guerres, et ben Israël, qui est plus fort avec son armée, même si elle est opposée à plusieurs pays, à chaque fois, elle augmente un petit peu son territoire. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près le territoire du départ, il y a à peu près 75% de ce territoire de la Palestine qui est maintenant Israël. Et donc voilà, on arrive à ce plan, donc c'est-à-dire Israël gagne du territoire, mais donc il y a quand même des territoires palestiniens qu'on voit sur la carte, qui sont Gaza, qu'on voyait la petite bande verte avant, et qui sont en fait la Cisjordanie, vous voyez, c'est les zones vertes. Et donc dans ces territoires vivent des Palestiniens, mais ce n'est pas vraiment des pays, en fait. C'est des territoires où vivent des Palestiniens, mais qui sont contrôlés toujours par Israël, qui décide un petit peu de qui peut rentrer dans le pays, etc. Donc, il y a des représentants de la Palestine. Là, vous en voyez un qui s'appelle Yasser Arafat, qui a beaucoup compté dans l'histoire de la Palestine, qui lui a essayé de faire avancer les droits des Palestiniens. Euh, et donc, donc, on arrive à cette première chance, en fait, un petit peu des accords de paix qu'on appelle les accords de Camp David, parce que l'idée, en fait, c'était ça. Vous voyez, au milieu, c'est un président américain, parce que, comme je vous ai dit, Israël a été soutenu depuis longtemps par les États-Unis. Donc là, vous voyez à droite, le leader d'Israël, et à gauche, c'est le président de l'Égypte, donc le pays qui est à la frontière avec la Palestine et Israël. Et donc là, ils se mettent autour d'une table pour essayer de relancer cette idée de la création de deux pays sur le même territoire, ce qui était prévu à la création d'Israël en 1947. Donc, un territoire pour les Israéliens, et un territoire, donc les Israéliens et les Juifs, et un territoire pour les Arabes palestiniens. Donc voilà, là, il y a un petit peu d'espoir. Et donc le chef palestinien que vous voyez là, Yasser Arafat, décide, 10 ans après, de dire, eh ben, en fait, la Palestine, les territoires palestiniens sont un pays. Donc, il déclare comme ça l'indépendance de ce territoire. Mais évidemment, c'est pas un pays, tous les pays du monde ne reconnaissent pas le territoire palestinien comme un vrai pays. Donc, ça reste un territoire contrôlé par Israël. Donc, on arrive à ça. Ensuite, on retourne quelques années après avec euh, un autre espoir de paix. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la même image que tout à l'heure. Au milieu, on a toujours le président américain de l'époque. Donc là, c'est Bill Clinton. Donc là, on est en 1993. Ça s'appelle les accords d'Oslo. Donc c'était à nouveau un accord de paix. Alors là, vous voyez, c'est plus seulement le président de l'Égypte, qui était le pays à côté des territoires palestiniens, et le Premier ministre israélien. Là, on a à la fois le Premier ministre israélien qu'on voit à gauche, Isaac Rabin, et le représentant de la Palestine, Yasser Arafat, qui se serrent la main tous les deux. Donc ça a été une image historique de réconciliation, enfin en tout cas d'espoir de réconciliation. Donc là, à cette époque-là, le monde s'est dit, bah, il y a peut-être un espoir que ces juifs et palestiniens puissent faire la paix, en tout cas, et peut-être qu'il y ait un nouveau État palestinien qui soit créé. Mais très vite, vous voyez, le Premier ministre israélien est assassiné par un extrémiste israélien, c'est-à-dire une personne très violente qui ne voulait pas en fait de la paix entre Israël et la Palestine. Et donc là, à nouveau, patatras, il n'y a plus d'espoir de paix. Et c'est à nouveau la guerre, le début de la guerre. Donc, alors pour faire simple, on peut redire, voilà, ça c'est celui qui a remplacé après Yasser Arafat comme chef de la Palestine. Il est toujours, aujourd'hui, il représente toujours
ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Donc, c'est encore un des chefs de la Palestine aujourd'hui, mais qui est de plus en plus contesté. Et c'est là où on arrive au début des guerres. Euh, donc, effectivement, ça n'a pas changé. Les Palestiniens qui vivent dans la bande à Gaza et en Cisjordanie, dans ces deux territoires, euh, et ben, demandent plus de liberté, demandent plus de territoire. Il y a à nouveau un petit espoir en 2005 avec ce Premier ministre israélien qui accepte que les Israéliens qui étaient encore présents à Gaza, oui, tout à l'heure j'ai fait un peu un raccourci, ils n'étaient pas encore, il n'y avait pas encore les Palestiniens, leur territoire à Gaza n'était pas encore officiel. Et donc là, les Israéliens acceptent de se retirer de ce territoire-là qu'on appelle Gaza, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et de laisser ce territoire aux Palestiniens, mais évidemment pas n'importe comment, toujours contrôlé par les Israéliens. Puisqu'en fait, les Israéliens ont construit une sorte de mur, de grande barrière autour de ce territoire de Gaza pour se protéger. Donc voilà, donc là on se dit peut-être il y a à nouveau un petit espoir. Mais en fait, très vite, eh ben, il y a un groupe armé, un groupe terroriste qui s'appelle donc le Hamas, qui va contrôler et devenir en gros un peu le chef de ce territoire palestinien qui est tout petit, hein. C'est un territoire ça fait 40 km de long sur 6 à 12 km de large, où s'entassent 2,3 millions de personnes. Donc c'est vraiment un tout petit territoire où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, donc, le Hamas va devenir très vite, va faire des guerres et ce qu'on appelle des actes terroristes. Donc, aujourd'hui, ce groupe armé, le Hamas, est considéré comme un groupe terroriste par la plupart des pays du monde, notamment les pays de l'Union européenne, les États-Unis, etc. Et donc, évidemment, le Hamas, donc, pendant, voilà, entre 2007, où il arrive au pouvoir, et aujourd'hui, il va faire plusieurs mini-guerres, on va dire, contre Israël. Donc, il lance ce qu'on appelle des roquettes de son territoire. C'est des sortes de petites fusées qui explosent vers Israël. Donc, ça, il y a eu 4, 5 guerres, en fait, depuis. Et en riposte, évidemment, les Israéliens bombardent après avec des avions. Donc voilà, pendant des années, c'est à nouveau ce qui se passe. Il faut savoir aussi que dans l'autre territoire palestinien, qui est la Cisjordanie, dont on parlera moins aujourd'hui, mais qui est tout en haut, vous voyez, il y a Gaza en bas et la Cisjordanie en haut. Là, c'est à nouveau pareil, hein, c'est un territoire où vivent, là, cette fois, 3 millions de Palestiniens et qui est aussi contrôlé et entouré, en fait, par Israël. Et il y a même à l'intérieur de ce territoire-là ce qu'on appelle des colonies israéliennes, c'est-à-dire des sortes de villages où il y a des familles israéliennes qui vivent avec des militaires. Il y en a à peu près, je crois, 500 000 en Cisjordanie. Et donc ça, évidemment, pour les Palestiniens, c'est pas acceptable puisque on leur dit que c'est un territoire où ils sont chez eux, mais en fait, ils ne sont pas chez eux, puisqu'il y a le voisin qui est un ennemi pour une certaine partie de la population qui est là. Donc voilà, on revient donc à la situation d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu 4, 5 guerres entre 2007 et 2021, et là, et ben, on arrive à... Est-ce qu'on arrive à aujourd'hui? Ah oui, alors non, oui. On peut rappeler aussi dans les autres lueurs d'espoir, effectivement, en 2012, la Palestine qui devient un membre observateur de l'ONU. Alors l'ONU, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de grand conseil pour essayer de maintenir la paix dans le monde, où il y a la plupart des grands pays, les États-Unis, la France, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine. Et donc là, en fait, c'est plutôt symbolique. À partir de 2012, on accepte que la Palestine, donc qui n'est toujours pas un pays, hein, qui est un territoire, puisse assister à des réunions à l'ONU. Mais on appelle ça, alors c'est un peu un jargon, un mot un peu compliqué, c'est pas un membre permanent, mais c'est un observateur. Mais c'est déjà un progrès. Ça veut dire qu'il y a une sorte de reconnaissance un petit peu de ce territoire dans le monde. Et puis, plus récemment, voilà, il y a 3 ans, il y a une autre petite lueur d'espoir où il y a ce qu'on appelle les accords d'Abraham, où plusieurs pays arabes, toujours avec au milieu un président américain, décident en gros c'est pas vraiment faire la paix, mais de se dire qu'ils sont plus en guerre
contre Israël. Donc, on appelle ça normaliser les relations, c'est-à-dire que les relations soient un petit peu plus amicales. Enfin, amicales, non, c'est un mot un peu fort. Mais que ce soit plus considéré comme un ennemi, Israël, pour certains pays arabes, notamment pour l'Égypte. Et là, donc, on arrive, parce que je suis à peu près dans les temps, à ce qui se passe, ce qui s'est passé là, il y a 15 jours, le 7 octobre, où là, du coup, ça n'a plus du tout rien, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant, avec les guerres d'avant. Puisque avant, je vous disais, il y avait des petites roquettes, enfin des roquettes qui étaient envoyées de Gaza par ce groupe terroriste. De l'autre côté, Israël qui ripostait avec des bombardements. Et là, donc pour la première fois, eh ben, il y a eu une attaque terroriste, mais de grande ampleur, qui a été organisée sans doute depuis très longtemps, qui a commencé aussi par l'envoi de ces bombes, ces fusées qu'on appelle les roquettes. Mais là, il n'y en a pas eu quelques dizaines ou quelques-unes, il y en a eu 5000 qui ont été envoyés le premier jour donc, de ce territoire Gaza vers Israël. Et puis surtout, il y a des soldats de ce groupe terroriste, le Hamas, qui sont entrés dans le territoire israélien, qui était protégé par une grande barrière, un mur de plusieurs mètres de haut, les clôtures, etc., qui était, selon Israël, considéré comme infranchissable, et ben, en fait, qui a été franchi par des centaines de terroristes qui ont voilà, commis des atrocités, qui ont tué beaucoup de gens, 1500 aujourd'hui. Et c'est le début donc de là où on en est aujourd'hui, avec évidemment la riposte d'Israël qui, depuis ce jour-là, bombarde ce territoire de Gaza où il y a, a priori, pareil, autour de maintenant 3000 morts, beaucoup de destruction, ce peuple qui vit dans la pauvreté, hein. Il y a 2 personnes sur 3 qui vivent dans la pauvreté à Gaza et que les Israéliens leur ont ordonné d'aller vers le bas du territoire pour essayer de chasser en fait les terroristes du Hamas. Mais sauf que comme les terroristes sont mélangés dans la population, et ben, c'est très très compliqué. Et donc il y a beaucoup de dégâts, y compris chez les civils. Et surtout, il y a des otages aussi. Donc il y a aujourd'hui 200 otages israéliens à Gaza, notamment des Français, sans doute aussi des Américains. Euh, et voilà, je crois que je suis à peu Ouais. près dans les On termine toujours par une lueur d'espoir chez Confikids, Olivier. Voilà, et donc ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, avant ce qui s'est passé, c'est ça, donc, c'est un certain nombre de pays arabes qui étaient d'accord pour faire un peu la paix avec Israël. Et donc, voilà où on en Et puis était. surtout des populations qui, elles, veulent vivre ensemble en Voilà, paix. parce que la grande question, c'est qu'effectivement, ce qu'on n'a pas dit, tu fais bien de le revenir dessus, Déborah, c'est qu'on parlait des Palestiniens, de la bande de Gaza, de ce groupe terroriste Hamas, mais évidemment, tous les Palestiniens ne soutiennent pas ce groupe terroriste et il y a beaucoup de Palestiniens qui aussi veulent vivre en paix, comme les Israéliens veulent vivre en paix. Et le gouvernement israélien est aussi jusqu'ici avec des gens qui sont très très extrêmes, qui sont plutôt dans l'idée de faire la guerre. Donc voilà, et l'idée serait d'essayer de retrouver de l'espoir, mais voilà, sans doute pas tout de suite. Voilà. Donc, si on peut résumer en une phrase, ce qui est impossible, hein, ce que tu viens de dire, mais que c'est donc compliqué, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps, avec de vraies lueurs d'espoir, avec des tentatives d'accord de paix, avec des dirigeants qui sont plutôt à certaines époques volontaires et qui essayent de faire avancer la cause de part et d'autre, et la cause commune, puisque de toute façon, c'est un seul et même territoire sur lequel vivent ces deux populations. Donc, il faut trouver une solution. Et puis, à d'autres moments, d'autres personnes qui ruinent en fait ces accords. Donc, peut-être que ce qu'on peut peut-être se dire aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être d'une part des gens qui veulent la paix, puis d'autre part des personnes qui la veulent pas, quelles que soient les populations, quelle que soit l'origine ou quelle que soit la religion. Est-ce que déjà c'est juste si on dit ça? Oui, 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 oui. Alors, le seul aspect, c'est que ces gens qui veulent la paix, pour le moment, on les entend assez peu. En fait, ils n'ont pas tellement le pouvoir de parler C'est et ça. j'espère que dans les temps futurs, c'est peut-être même eux qui espérons qu'ils pourront accéder au pouvoir et pour qu'il y ait un peu plus d'espoir, oui. Merci Olivier pour cette présentation. Alors, je me tourne maintenant vers les différentes classes. Est-ce que déjà vous avez des questions?
par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des réflexions, des partages à nous faire? Olivier, en attendant que d'autres questions viennent, euh, pourquoi c'est si compliqué de discuter de la situation en Israël et en Palestine? Pourquoi on a tous autant de mal à évoquer cette situation? Qu'est-ce qui bloque en fait? Je vois que les mots utilisés par les uns ne sont pas les mots utilisés par les autres. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Bah, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a enfin, un sentiment d'injustice un peu qui est partagé par les deux camps. Euh, donc par les Palestiniens, je vous explique un petit peu l'histoire. Donc pour eux, c'était leur territoire. C'était injuste de voir débarquer un autre peuple sur leur territoire et surtout qu'on leur a diminué leur territoire. Et de l'autre côté, pour les Juifs, bah, en fait, pour eux, ils considèrent qu'ils sont entourés par un certain nombre aussi d'ennemis, comme ils sont seul État juif, et tout autour, c'est des pays arabes. Et en plus, les Juifs ont été victimes aussi, comme je vous disais tout à l'heure, longtemps, c'est le cas encore aujourd'hui, de persécution. On appelle ça aussi de l'antisémitisme. Et donc, et notamment avec cette Seconde Guerre mondiale où il y a eu 6 millions de Juifs exterminés. Donc, les Juifs aussi disent ils ont droit à un territoire où ils sont en sécurité, avec tout ce qui leur est arrivé par le passé, tous les drames, toutes les violences. Et donc, voilà, ces deux camps, en fait, ont comment dire, leurs arguments peuvent se comprendre, en fait, les deux. Mais effectivement, c'est difficile de trouver un chemin d'entente. Et sachant que, par exemple, en France, on a aussi une communauté musulmane importante, on a aussi une communauté juive importante. Donc peut-être qu'en France, c'est pour ça que vous entendez sans doute aussi aux infos, il y a des manifestations, il y a des... Et ben, en fait, on retrouve aussi un petit peu, heureusement à un niveau moindre, mais ces difficultés entre ces deux peuples, pour certains, à se parler. Ok. C'est très émotionnel en fait, comme conflit. Contrairement à beaucoup d'autres sur la planète, bizarrement, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens se retrouvent et se sentent concernés, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, les enfants? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, qui n'étaient pas trop clairs ou qui méritent d'être Ou même aussi si, sur la situation posés? d'aujourd'hui, sur ce que vous voyez à la Ouais. télé, ou si vous ne comprenez pas, alors dans mon quotidien, on a fait un numéro spécial, on a essayé d'expliquer un petit peu, mais oui, oui, vous pouvez poser des questions sur ce qui se passe maintenant, voilà, si vous ne comprenez pas un certain nombre de choses. Bon, ça avait l'air d'être parfaitement clair, apparemment, et pour le moment. Alors, euh, est-ce que vous, les enfants, dans les classes, vous menez des débats, alors que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres, hein, par ailleurs, mais est-ce qu'il y a des classes qui mènent, par exemple, des débats, des controverses, des échanges sur des sujets d'actualité? Est-ce que vous faites ce genre de choses? Bon, ça répond pas trop. Je pense que le sujet est difficile, il est douloureux, il est plombant, il faut le dire. Les actualités sont quand même pas. Enfin, c'est assez brutal. On a parlé aussi de ce qui s'était passé, des familles décapitées dans les kibboutz, de la façon dont les Gazaouis aussi vivaient sur leur territoire et Je crois qu'il y a de une façon question. extrêmement dure. Donc effectivement, c'est hyper dur d'en parler. Déborah, je crois qu'il y a... Ouais, j'ai Ah vu, oui, fini pardon, juste pardon. ma phrase, ouais. Du coup, effectivement, c'est hyper dur d'en parler, mais c'est le moment aujourd'hui. On est dans un cadre bienveillant, sécure, on est là pour répondre et aussi pour se questionner, hein. Nous-mêmes, on ne sait pas tout. Donc, peut-être que aussi vous allez nous apprendre des choses, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, du coup, dans la classe de CMKST, pourquoi y a-t-il eu cette attaque tout d'un coup? Effectivement, c'est un point qu'on n'a pas abordé. Pourquoi tout d'un coup le Hamas décide de rentrer en Israël et de perpétrer des actes d'une telle barbarie le 7 octobre? Alors,
Bah, effectivement, on n'a pas encore toutes les réponses, mais justement, a priori, ça ne s'est pas fait comme ça tout d'un coup. Vu l'ampleur de l'opération, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés par la terre, des gens qui sont arrivés même par bateau, d'autres qui sont arrivés dans des engins volants, des ULM. Donc tout ça a demandé beaucoup, beaucoup de préparation, sans doute des mois. Euh, Je te partage ça, mais dis-moi si c'est ce que tu veux que je mette à l'écran. non, enfin, oui, oui, enfin, oui, oui. Et donc, en fait, voilà, ça n'a pas sans doute pu se faire. Donc, ça a demandé beaucoup de préparation, ça a demandé aussi beaucoup de moyens militaires, des roquettes, des armes, etc. Et donc, a priori, selon les spécialistes, ce groupe terroriste n'a pas pu faire ça tout seul. Et donc, il a sans doute été aidé par d'autres pays. Et donc, les spécialistes citent beaucoup l'Iran, qui a sans doute donc aidé ce groupe terroriste à trouver des armes et organiser cette attaque. Et alors, pourquoi maintenant aussi? Oui, ta question, pourquoi juste là maintenant? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, depuis donc 3 ans, il y a ces accords-là d'Abraham, qui, en fait, où il y a, donc les pays arabes étaient d'accord, enfin certains pays arabes, pour faire un peu la paix avec Israël. Et il y en a un autre qui s'appelle l'Arabie Saoudite aussi, qui a beaucoup d'influence, qui était aussi sur le point de reprendre des discussions avec Israël pour faire la paix. Et ça, c'est le groupe terroriste, le Hamas, ne voulait absolument pas ça, puisque ça voulait dire que voilà, il y avait encore un autre pays arabe qui aurait voulu faire un peu la paix avec Israël, oui, et qui ne voulait pas. Alors pourquoi le Hamas ne voulait pas? Parce qu'en fait, ce groupe terroriste, effectivement, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, c'est très très important. Enfin, je pense que vous l'avez compris, mais son but, c'est la destruction du pays Israël. C'est-à-dire ce groupe terroriste, il ne veut pas trouver un accord, il ne veut pas essayer qu'il y ait deux pays, un pays d'Israël, un pays Palestine. Lui, il veut détruire Israël. Donc, c'est très, très extrémiste et violent comme position. Donc, si à côté, il y a un autre pays arabe qui dit bah, nous, on veut faire la paix, ça ne va plus du tout avec ce que ce groupe terroriste veut, puisque lui, il ne veut pas faire la paix, il veut détruire. Donc, c'est un peu aussi sans doute pour ça que ça s'est passé maintenant au moment où il y avait des discussions avec plusieurs pays arabes pour faire un peu la paix avec Israël. Merci Olivier. On a une autre question. Pourquoi des Français sont emprisonnés? Alors, je pense que tu dois vouloir dire prise en... Otage, peut-être. Ouais. Alors, bah, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une communauté juive importante en France et il y a aussi, du coup, beaucoup de juifs, enfin beaucoup de Français, pardon, juifs qui vivent en Israël, qui ont de la famille en Israël ou qui vont régulièrement en Israël. Et donc, ceux qui ont été, parmi les 200 otages qui ont été pris, effectivement, il y a sans doute une petite dizaine de Français. Et malheureusement, il y a eu, parmi les victimes en Israël, il y a eu aussi près d'une trentaine de Français qui ont été tués, Français ou franco-israéliens, c'est-à-dire qui ont les deux nationalités, pardon, françaises et israéliens. Donc voilà, les liens entre ces deux peuples sont assez forts. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des Français qui sont concernés, qui sont sans doute otages, quelques-uns aussi là-bas. Merci Olivier. La même classe, ciel noir et table. Est-ce que la France va aider ces deux territoires à faire la paix? Bah tous les pays comme les États-Unis et la France et les pays de l'Union européenne, oui, depuis le début, voudraient qu'il y ait deux pays aussi, un pays avec les Palestiniens et un pays avec les Juifs en Israël. Mais malheureusement, c'est ce qu'on appelle la diplomatie, c'est-à-dire il faut parler, mais c'est pas eux qui sont sur place. Donc, si sur place, les deux chefs des deux représentants des pays du territoire s'entendent pas et veulent pas faire la paix, pour le moment, même si les pays européens et la France leur disent oui, ce serait bien de faire la paix et de créer un autre pays, ils vont avoir assez peu d'influence. Mais oui, en tout cas, la France est pas pour la guerre et pour que les Palestiniens soient dans un territoire qui soit reconnu comme un pays, oui. Alors, on nous demande comment vont les enfants. Oui, ça c'est une bonne question. Alors moi j'ai assez peu d'informations à part ce que je vois dans les reportages et les autres journaux, mais
Et les enfants, encore plus que les adultes, hein, sont traumatisés des deux côtés. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que dans une guerre ou une attaque terroriste comme ça, et ben, les enfants sont quand même aussi toujours les premières victimes. Donc, il y a eu beaucoup d'enfants morts, malheureusement, à la fois lors des attaques de ce groupe terroriste en Israël et à la fois dans la riposte d'Israël à Gaza avec les bombes lâchées par les avions israéliens. Il y a aussi beaucoup de morts côté palestinien. Et Alors, ce que je viens de partager, là, c'est 2012, hein, c'est pas du tout récent, mais je pense que s'ils avaient déjà peur en 2012, les enfants de chaque côté, du coup, grâce à l'article que tu as fait, Olivier, à l'époque, on le voit, il n'y a pas de raison qu'ils aient moins peur aujourd'hui, en réalité. Et ça, on parlait tout à l'heure d'un espoir de paix partagée entre les deux, mais là, ce que vivent les enfants, c'est partagé dans les deux camps, hein. La peur des bombes, la peur de mourir, pour certains qui ont été, il y a des enfants aussi qui ont été pris en otage, hein, dans les 200 personnes. Donc oui, c'est encore plus traumatisant. Ça peut l'être peut-être en France déjà pour les enfants qui on voit ça un peu de loin, ou peut-être certains d'entre vous sont concernés de près de loin, vous avez des membres de votre famille, etc. Mais et donc sur place, évidemment, c'est encore plus tragique. Alors le gouvernement français a dit qu'il était en discussion pour les otages, où il y a notamment, on pense qu'il y a au moins un enfant de 12 ans dans les otages, un enfant français de 12 ans parmi les otages. Le gouvernement français dit qu'il est en relation pour essayer de négocier. Donc négocier, ça veut dire essayer de discuter pour que des otages soient libérés. Merci, Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Vous pouvez aussi nous partager des remarques en fait que vous vous faites, des réflexions que vous vous faites. Oui, Et peut-être puis, leur demander, effectivement, la question de tout à l'heure, s'ils en ont parlé en classe, est-ce que ça n'a pas répondu, ça n'a donc pas je suppose répondu? que c'est pas trop le cas. Est-ce que vous en parlez entre vous? Tiens, ça c'est un truc qui m'intéresse aussi. Est-ce que entre vous, pas nécessairement dans un cadre organisé par les professeurs, est-ce qu'entre vous, c'est des sujets qui remontent et dont vous vous parlez? Si quelqu'un peut venir au micro pour nous le dire, on est preneur aussi. On n'est pas obligé que d'écrire, on peut aussi prendre la parole au micro. Non, bon, apparemment. Alors, tout ça est parfait. Ah oui, si. Alors, attendez, Collège Mermoz. Beaucoup de jeunes pensent que le gouvernement français est pro-israélien. Qu'en est-il? Et le CM Castet nous dit non, on n'en a jamais discuté entre nous. Alors, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement français est pro-israélien? Bref, c'est difficile, c'est pas moi qui vais. Non, Ah, ça, c'est une opinion personnelle pour le ouais, coup. mais Là, alors on a une opinion personnelle. Alors, attention. ce qu'on peut dire, c'est vrai, par exemple, il y a les manifestations en faveur des Israéliens ont été autorisées euh, dans les villes de France, et il y a certaines manifestations pour le peuple palestinien, parce que c'est encore une fois, il faut bien séparer les terroristes palestiniens du peuple palestinien qui, dans sa grande majorité, souffre, est dans la pauvreté, etc. Et donc, mais en France, on a peur, puisqu'en France, il y a eu aussi récemment et même régulièrement ce qu'on appelle des actes antisémites, c'est-à-dire des actes contre les juifs. Il y a même eu par le passé des enfants juifs qui ont été tués dans une école en France par un terroriste aussi. Donc, c'est un sujet sensible. Par exemple, à les écoles juives, il y a des protections policières, etc. Donc, en tout cas, oui, dans les faits, il y a des manifestations pro-israéliennes, elles ont toutes été acceptées, et il y a certaines manifestations pour les Palestiniens qui n'ont pas été acceptées pour des raisons de sécurité. Le gouvernement a dit qu'il y a des risques de débordement, puisqu'en fait, dans d'autres pays du monde, très vite, dans certaines manifestations pour les Palestiniens, il y a eu des slogans après hostiles, mort à la France, mort aux États-Unis, qui soutiennent Israël, enfin. Donc voilà ce que je peux dire Alors, dans les faits. ouais, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que et pour te faire ton idée, je sais pas, le jeune ou la jeune qui a posé la question, ça c'est vraiment, le problème, c'est que c'est un scope, c'est un éventail en fait d'informations qui va te donner une idée, et ça va être à toi de décider si tu estimes qu'ils sont pro-israéliens ou pro-palestiniens ou pro-paix, tout simplement. Mais du coup, ça réclame pas mal d'infos. On pourrait mettre aussi dans la balance que l'Europe
soutient financièrement la Palestine et de façon conséquente Oui, et là, par par exemple, ailleurs. tout récemment, il y a un président de la Commission européenne qui il y a certains pays d'Europe qui n'étaient pas d'accord, mais elle a dit on va continuer à envoyer de l'aide humanitaire aux Palestiniens parce que, encore une fois, les Palestiniens ne sont pas tous des terroristes. La majorité du peuple palestinien a besoin d'aide humanitaire, vit dans la pauvreté et n'a rien à voir avec les Ouais. actes terroristes qui Là, je suis en train de, je vois parce que du coup, je cherche les infos un peu en même temps. Il y a environ 300 millions d'euros par an qui est envoyé en soutien à la Palestine. Et que il y a un soutien en fait global, y compris des États-Unis, d'à peu près 1,2 milliard d'euros par an, si je dis pas de bêtises. À revérifier cette information parce que je l'ai cherché un peu sur le livre, mais retenez pas les chiffres à la rigueur. L'important, c'est-à-dire que pour te faire ton idée sur cette question, essaye de voir comment chaque bloc sur lequel tu te poses la question agit, qu'est-ce qui fait selon toi pour, et qu'est-ce qui fait, alors pas nécessairement contre, mais en tout cas qui n'aide pas ou qui selon toi va pas dans le bon sens, et Et peut-être là, à partir de là te faire ton idée. et là, justement, il y a une bonne question sur est-ce que la Russie aide ces deux pays? Alors, Exactement. eh ben, la Russie, elle vient d'annoncer qu'elle allait envoyer énormément d'aide humanitaire en Palestine. Et alors là, on bifurque un petit peu, mais c'est quand même important de... Parce que, en gros, la Russie, ben, ça c'est bien en tout cas qu'elle envoie de l'aide humanitaire hein, pour aider les populations pauvres. Mais derrière ça, la Russie a aussi tout intérêt à ce que maintenant on pense à ce qui se passe en Israël et en Palestine et qu'on oublie un petit peu la guerre en Ukraine. Comme ça, les Russes sont plus tranquilles, entre guillemets. Et peut-être, si on envoie des armes, les États-Unis ont envoyé notamment 2 porte-avions militaires avec des avions, etc., au large d'Israël. Ils vont sans doute envoyer une aide militaire aussi, en argent, etc. Et donc les Russes se disent, bah, si les pays d'Europe et de l'Amérique envoient à nouveau plus d'aide en Israël, elle en enverra peut-être moins aux Ukrainiens. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle stratégique d'aider les Palestiniens pour les Russes. Alors, justement, ça me fait penser à un truc, en fait, le fait que ce conflit, en fait, il intéresse plein de pays. En fait, ça s'explique par quoi le fait qu'il y ait autant de pays qui soient intéressés par ce conflit? Il y a des enjeux économiques, enfin des questions économiques, des questions politiques, des questions de territoire. Comment ça se fait que, parce que les États-Unis, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais pourquoi ça intéresse autant Après il C'est un faut tout savoir. petit pays sur la carte du monde. Oui, mais justement, mais c'est un tout petit pays qui est au milieu de plein de pays arabes, en fait. Il y a une vingtaine de pays arabes autour. Et ce pays, avec cette communauté juive, il est le seul, quoi. Donc, évidemment, la majorité des pays arabes autour, c'est normal, sont du côté donc des Palestiniens. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, en général, il y a des manifestations comme ça s'est passé là, dans un certain nombre de pays arabes pour, euh, pour être du côté des Palestiniens et même, dans certains cas, du côté des terroristes. Donc, comme il y a une vingtaine de Oui, pays ça peut arabes, aller jusque-là, d'accord. oui, ah oui, 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 les manifestations. Et donc, oui, on peut redire aussi qu'il y a un autre pays dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle le Liban. Alors, je ne sais pas sur une carte. Si je te la sors tout de suite. Tac. Et là, on risque d'en entendre parler aussi ces prochains jours. Voilà. Voilà, donc le Liban, vous voyez, je ne sais pas si tu peux encore rezoomer un tout petit peu. Ouais. Il est en fait tout au nord d'Israël, donc il a une frontière avec Israël. Et dans ce pays, il y a aussi un groupe considéré comme terroriste qui s'appelle le Hezbollah, qui est un peu ami avec le groupe terroriste, le Hamas de Gaza. Et donc là, ce qui se passe là depuis le début, depuis le 7 octobre, il y a aussi des roquettes, donc des bombes qui sont lancées depuis le sud du Liban par ce groupe terroriste qu'on appelle le Hezbollah, à tel point qu'aujourd'hui, Israël vient d'annoncer qu'il y a une ville, la ville la plus proche de la frontière entre Israël et le Liban, qui va être évacuée. Ils ont demandé par mesure de sécurité que les 25 000 personnes de cette ville reculent plus bas dans le pays, parce qu'il y a des affrontements. Et donc, en fait, voilà, la question, est-ce que ce Hezbollah veut aussi un peu
étendre la guerre au Liban? Voilà, ça, c'est des questions qui se posent. Mais vous voyez que c'est très, très compliqué parce que ça touche plein de pays. C'est ce qu'on appelle un peu la géopolitique, c'est-à-dire on bouge quelque chose sur une carte et puis hop, un effet domino, tout ce qu'il y a autour réagit. Donc ça, Voilà, je c'est... vous ai mis une photo du chef du Hezbollah. Hop, pour, Voilà. Et puis, Merci. donc, il y a aussi l'Iran, que l'on disait tout à l'heure. Vous avez entendu parler de l'Iran là, depuis un an, sur les droits des femmes qui portent le voile, où il y a eu cette jeune femme qui avait été tuée, et donc, parce qu'elle portait pas bien son voile par des policiers. Donc, depuis, les femmes sont descendues dans la rue pour demander plus de droits, etc. Et donc, ce pays, là, l'Iran, qui est contre les droits humains, est du côté du groupe terroriste aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses qui se Bon, passent dans cette grande région du monde, en fait. merci Olivier. Bah moi j'ai envie de terminer, sauf s'il vous reste des questions, auquel cas on les prend. Mais si jamais on a fait le tour, d'abord évidemment on vous invite à garder le dialogue ouvert, continuer à vous documenter, si possible vérifier les sources Ah oui, par plusieurs côtés. j'avais oublié Oui, peut-être, oui, une question importante que je vas-y. n'ai pas dit, dans le contrôle en fait des territoires, notamment à Gaza, en fait, ce qu'il faut savoir, donc c'est un territoire où vivent des Palestiniens, mais qui est contrôlé par les Israéliens, ce qui veut dire que les Israéliens contrôlent aussi l'entrée et la sortie des Palestiniens. Et même les Palestiniens dépendent d'Israël pour l'électricité, une partie de l'électricité, de l'eau, du carburant. Donc là, c'est pour ça que, par exemple, là, Israël a dit, depuis le début de l'attaque terroriste, sachant qu'il y a des otages, on coupe maintenant le ravitaillement aux habitants de Gaza en eau, en électricité, en nourriture. Et donc là, justement, ils n'avaient plus d'accès à la nourriture d'extérieur, les habitants de Gaza. Et là, apparemment, aujourd'hui, grâce au président américain qui est venu en Israël, il y a ce qu'on appelle des convois humanitaires, des camions avec de la nourriture, des médicaments, etc., qui vont pouvoir, on espère, rentrer Par euh, l'Égypte, du par coup? l'Égypte. Voilà, puisque l'Égypte a donné. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très, très peu de points de passage entre Gaza et le reste. Il y a un point de frontière au nord de Gaza pour Israël, parce qu'il y a des gens de Gaza qu'on appelle les Gazaouis qui venaient travailler aussi en Israël. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui avaient un permis pour avoir le droit de travailler. Donc cette frontière-là, elle est fermée. Et donc il reste juste dans le sud un petit point de passage justement avec l'Égypte qui était fermé jusqu'ici. Et là, qui va se réouvrir pour que des camions, mais pas beaucoup, hein. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont dit qu'il y aurait 20 Qui était camions. fermé par qui, du coup? Par l'Égypte ou par Ah oui, c'est Israël? par l'Égypte, par l'Égypte. Du côté de l'Égypte, c'était Oui, Israël oui. qui fermait la Non, non, frontière. alors, il y a un autre petit point de passage là qu'on ne voit pas au sud, entre Gaza et Israël, qui là est fermé par Israël. En général, c'était de la marchandise qui passait, mais l'autre, effectivement, est contrôlé par l'Égypte. Et pour le moment, il était même bombardé par Israël c'est pour ça que la route est détruite. Et donc, c'est l'Égypte qui après, je pense que ça devait être avec la pression du président américain qui voulait aussi que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza, a demandé et a obtenu que Israël accepte ne bombarde pas en gros cette frontière quand l'aide humanitaire arrivera. Alors, on nous pose une dernière question. Est-ce que le Hamas et le Hezbollah sont forts? Ah, ça, oui, c'est une bonne question. Le Hamas, on pense il y a 30 000 combattants à peu près. Ce qui fait, ça peut paraître beaucoup, mais par rapport à l'armée d'Israël, c'est très très peu. Mais sauf que comme ils sont au milieu de la population, ces terroristes, c'est très très difficile de les isoler. En gros, Israël a pour objectif d'éliminer le Hamas et d'éliminer tous ses combattants. Mais pour aller les chercher, comme ils sont cachés dans la population, il y a même des tunnels, tout ça. Finalement, c'est pas tellement là une question de nombre, parce qu'en puissance militaire et en puissance de soldats, Israël est beaucoup plus fort. Mais comme les soldats terroristes du Hamas sont cachés dans la population, se cachent dans des tunnels, tout ça, ils sont difficilement Et- accessibles. Et Est-ce qu'on peut le dire qu'ils Hezbollah, utilisent la population comme des boucliers humains? C'est dans ce cas-là qu'on utilise cette oui, oui, expression-là? oui. Alors ça aussi, les spécialistes disent ça que par exemple, que le Hamas a demandé, ce groupe terroriste a demandé à la population de ne pas évacuer vers le sud, comme avait demandé Israël, et de rester comme ça dans la ville. Polygons, quoi. Ouais.
Voilà, sous les bombes. Et puis après, évidemment, quand il y a des bombes, on sait que malheureusement, ça fait des dégâts aussi sur les civils. Après, ils disent, bah, vous voyez, les Israéliens, ils tuent la population palestinienne, alors que c'est ces groupes terroristes qui aussi les ont retenus prisonniers au sens où ils leur ont pas permis d'évacuer plus bas. Donc, les responsabilités sont partagées. Et le Hezbollah, il est, je ne suis pas un spécialiste, mais pas très très fort non plus. Mais c'est-à-dire, il peut envoyer des roquettes, etc. Mais c'est un peu la même chose. Il pourrait être éliminé très vite en termes de quantité, mais, euh, mais voilà, comme ils sont dans un territoire où ils sont acceptés, bah, c'est difficile. Mais c'était une très bonne question. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. On va s'arrêter là. Il est l'heure. Merci de. Bon, alors, il faut savoir que cette conf, elle a été préparée en 3 jours, même pas 2 jours. Donc, merci, Olivier, d'avoir pris ce temps-là. Merci à vous de vous être mobilisés ce matin en si peu de temps. S'il reste des questions, ouvrez le débat entre vous, ouvrez le débat chez vous, documentez-vous, surveillez les sources, surveillez l'intérêt que les gens qui vous donnent des infos ont à vous donner ces infos. Et moi, je termine sur une image qui me tient à cœur parce que voilà, c'est mon vœu pour le futur, pour ce territoire. Eh ben, c'est des enfants en vie, frères et sœurs, et qui avancent sur un territoire où la paix est instaurée et où l'avenir de part et d'autre peut être réimaginé ensemble. Voilà. Bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.